Chronoharmonie, le podcast qui vous harmonise pour un esprit au top. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cet épisode numéro 2. Le premier pilier, le mental et ses subtilités. Pour mieux décrire ce que sont vos pensées et leur impact, prenons quelques minutes pour parler de notre cerveau, cet organe encore si mystérieux, même si nous avons énormément appris à son sujet ces 15 dernières années. Je vais vous parler brièvement d'anatomie, même si je vous rassure, ne vous inquiétez pas, je vais rester très simple et pragmatique. Le but n'est pas de vous perdre, mais d'avoir quelques petites références sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer durant ces podcasts. Pour commencer, sachez que notre cerveau peut être vu comme un amalgame de 3 cerveaux empilés les uns sur les autres, appelé également le cerveau triunique. Dans les années 1960, ce nom a été donné par le neurobiologiste Paul MacLean. À la base se trouve le cerveau reptilien, composé du tronc cérébral et des structures du mésencéphale. C'est celui qui contrôle les mécanismes de survie. Proche de celui-ci se trouve la glande amygdale, qui se déclenche en cas de danger, de peur et de stress. Petite mais costaud la glande amygdale. Elle a la capacité, en cas de danger, d'éteindre le cortex et le cerveau limbique pour vous sauver la vie. Par exemple, si vous sortiez de votre voiture, vous êtes chargé, un sac de course à la main, le téléphone à l'autre main, et à ce moment-là, une voiture perd le contrôle de ses freins, elle fonce sur vous. Le réflexe de cette glande amygdale, c'est d'effectivement, vous allez lâcher les courses, lâcher le portable pour sauter sur le trottoir en face. Parce que, justement, elle aura pris le dessus sur le cortex et le cerveau limbique. Très importante pour notre survie. Au centre du cerveau se trouve le cerveau paléo-mammalien, plus couramment appelé le cerveau limbique, le siège de nos émotions. Il ressemble à une sorte de poire inversée au centre du cerveau, si on effectue une coupe transverse du cerveau. Il a une particularité, c'est qu'il enregistre toutes les émotions depuis notre naissance, sans aucun filtre, quel que soit le type d'émotion, et qu'elle soit consciente ou inconsciente. Au sommet se trouve le cerveau rationnel, le fameux cortex, celui qui analyse, calcule, juge, celui qu'on nous a largement mis en avant dans notre société au niveau scolaire et social. C'est le moment où tous les tests de QI ont explosé. Ce modèle de cerveau triunique est populaire et utile, mais surtout incomplet, lorsqu'on sait qu'il y a d'autres découvertes bouleversantes en sciences nous permettant d'encore mieux comprendre les mécanismes de l'homme. Par exemple, les découvertes qui nous ont permis de savoir que notre propre cœur possède plus de 40 000 neurones, ou bien que notre intestin possède plus de 150 000 neurones également. Même si ça n'est pas l'objet dans ce podcast, nous aurons l'occasion d'en parler une prochaine fois. Pour y voir plus clair, après cette parenthèse anatomique, j'aimerais avec vous que l'on aborde la notion de conscient et de subconscient. Pour cela, il est important que je vous partage certains chiffres et certaines informations. Si l'on devait situer de manière schématique où se trouve le siège de notre inconscient, les scientifiques sont globalement d'accord pour dire que le cerveau limbique, celui des émotions,
est le siège de notre inconscient. Même si je ne vous cache pas qu'ils expriment que les choses ne sont pas aussi délimitées au niveau du cerveau. Il reste encore beaucoup d'incertitudes. Pour ce qui est de notre conscient, il se situerait au niveau de notre cortex préfrontal. Vous savez, celui qui calcule, analyse, juge. Ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est la force de frappe que peut avoir notre inconscient comparativement à notre conscient. Parlons du conscient. C'est celui qui s'appuie sur des faits, sur la connaissance de notre état intérieur et de nos actes. Il utilise nos 5 sens pour définir une information. Par exemple, vous êtes conscient que vous écoutez un podcast parce que vous entendez ma voix, vous avez votre smartphone à portée de main, vous le voyez, vous le touchez, vous avez même appuyé sur le bouton. Par contre, l'inconscient caractérise le champ des pensées qui ne sont pas accessibles à la conscience, tels que les rêves, l'intuition. Il a une particularité, c'est qu'il active chaque seconde toutes nos fonctions vitales. Il régule chaque organe, le cœur, la respiration, les reins, le flux sanguin et plein d'autres, bien sûr. Je vais vous donner un chiffre qui va être très éloquent. Sachez que notre conscient reçoit plus de 2000 informations à la seconde et que notre inconscient reçoit plus de 400 milliards d'informations à la seconde. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour que vous puissiez voir cette différence de taille, imaginez qu'un stylo représente la taille de votre conscient. Alors, dans ce cas, la tour Eiffel représenterait votre inconscient. Au vu de cet exemple, vous comprendrez l'importance qu'a l'inconscient chez nous. Le travail à effectuer entre le conscient et l'inconscient sera différent. L'expression « je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois » ne s'appuie que sur le conscient, alors que les dernières données scientifiques comme les neurosciences, l'épigénétique, la biologie cellulaire et la physique quantique ont ouvert de nouvelles portes de compréhension et de nouvelles approches avec le subconscient. Sachant que notre corps a un accès à 95% au subconscient et que notre subconscient accède lui aussi à 95% à notre corps, agir sur nos émotions permet de favoriser ce type de communication. Contrairement à l'utilisation, par exemple, de la méthode Coué, qui favorise le mental par la répétition de phrases positives, elle n'utilisera l'accès au corps qu'à 5%. Observons maintenant certaines subtilités de notre mental. Je vais en aborder 5 avec vous. La première, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre une scène vécue et une scène imaginée. Pour cela, j'aimerais vous raconter l'expérience du professeur Pascual León Alvaro de Harvard School. Il a commencé à s'intéresser à ce qui pouvait se passer lorsque le cerveau ne faisait rien d'autre que penser. Il a pris une expérience très intéressante. Je vais vous la partager. Il a pris 2 groupes de personnes. Des sujets normaux, en leur demandant de s'asseoir devant un piano et de répéter un mouvement simple à 5 doigts, toujours le même, toujours la même mélodie, facile à reproduire, du pouce à l'auriculaire, puis de l'auriculaire au pouce, ainsi de suite, à une vitesse bien donnée.
Il a constaté que pendant les 5 jours d'entraînement, l'aire cérébrale qui contrôlait les 5 doigts devenait de plus en plus grande au scanner. Il y avait un deuxième groupe de personnes. Il leur a demandé de s'asseoir derrière le piano en leur demandant d'imaginer qu'ils jouaient au piano et qu'ils bougeaient les 5 doigts de la même façon, mais uniquement par l'imagination, sans vraiment le faire, et en répétant mentalement le geste. Ils ont constaté que le cerveau changeait exactement de la même manière dans les 2 groupes, entre celui qui jouait au piano et ceux qui ne jouaient pas au piano. La conclusion, c'est que le simple fait de penser modifie la structure du cerveau et que le cerveau ne fait pas la différence entre une scène imaginée et une scène vécue. Cette information a été une grande avancée dans le domaine du développement personnel. Le deuxième point, c'est que votre cerveau croit comme une réalité quelque chose que vous répétez plus de 5 fois par jour sur plusieurs mois. Je vais prendre un exemple de fille, j'ai envie de dire. Vous savez les moments où on se regarde devant la glace et on commence à pincer ses cuisses, à observer un petit peu la masse graisseuse que l'on voit et qu'on se répète à haute voix ou dans notre tête, peu importe, que l'on est trop grosse ou trop gros. Ici, dans ce cas précis, cette répétition mentale devant le miroir est générée par des émotions. Le troisième point, c'est que votre cerveau ne comprend pas la négation. Faisons un test et vous allez voir ce qui se passe. S'il vous plaît, je vous demande si c'est possible de ne pas penser à un éléphant rose. Vous voyez ce qui vient de se produire? C'est une information que j'utilise beaucoup en coaching lorsqu'on vient me voir pour la gestion du stress. Et si je vous la partage, c'est qu'elle est souvent utilisée malheureusement à mauvais escient, c'est-à-dire que la personne va se dire « Oh là là, j'espère que je ne vais pas être stressée aujourd'hui, que j'ai une réunion, que je ne vais pas me mettre à bégayer, avoir les mains moites. » Le cerveau retient « stressé, bégayer, mains moites ». Il enregistre et il envoie l'information à la biochimie concernée. C'est un levier juste colossal pour le bien-être. Je vous invite à l'utiliser, à faire des petits tests tout seul. Maintenant, nous allons voir le 4e point. C'est que votre cerveau n'a aucune notion de présent, futur, passé. Pour lui, tout est au présent. C'est-à-dire que si une personne se met à penser à une scène de vie désagréable du passé, elle va revivre biologiquement cette scène. Ça marche dans les 2 sens, lorsqu'on se met à projeter une scène agréable. Et le 5e point que je voulais aborder avec vous, c'est que le cerveau met 21 jours à accepter le changement. Eh oui, il est têtu, je le sais. La répétition est nécessaire. Ça veut dire qu'au début, il va résister. D'accord ? Pour pouvoir lâcher, il va falloir instaurer de nouvelles habitudes. Et à ce moment-là, il va commencer à accepter de changer. Si vous avez envie d'en savoir plus, que vous soyez un particulier ou une entreprise, je vous invite à nous retrouver sur allharmonieconseil.fr où vous retrouverez les différentes méthodes et moyens d'intervention, ainsi que sur wakeupharmonie.fr pour découvrir un programme matinal sur 21 jours pour reprogrammer votre mental. Merci à tous pour votre écoute. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!